Bonjour à tous. Merci pour votre participation. Je vous propose du coup de démarrer ce nouveau webinaire. On est ravi de vous retrouver pour une nouvelle session des Vendredis de l'eau dans le cadre d'un nouveau cycle d'approfondissement. Pour rappel, ces rendez-vous sont pour des thématiques ou aménagement et urbanisme par l'établissement public Garonne, Gascogne et Affluent Pyrénéen, dans le cadre de l'animation du SAGE Valle de la Garonne avec d'autres partenaires notamment. Et comme je disais, ces webinaires ont vocation d'accompagner les collectivités et les techniciens issus de l'aménagement et de la planification en présentant des outils, des acteurs et des retours d'expérience qui structurent aujourd'hui cette gestion intégrée de l'eau. À toute fin utile, je vous rappelle que vous pourrez poser vos questions via l'onglet Q&R, donc questions et réponses, ou dans le chat, et on répondra en direct, et on revient avoir un petit temps d'échange. Aujourd'hui, on va mettre à l'honneur un sujet aussi passionnant que cru, urbanisme et zones humides, quel levier réglementaire et opérationnel. Et au programme ce matin, alors on aura Monsieur Paul Vauvant, qui nous fera vice-président de la Clé, conseiller départemental et membre de l'EP Garonne, qui nous fera des propos introductifs. On aura trois présentations. Alors Fabien du Forum des Marais Atlantiques, qui partageront leur expertise et leur rôle dans la protection et la valorisation de ces zones humides. Ensuite, on aura la communauté de communes Source de l'Orne avec Camille Roulier, qui nous présentera comment l'inventaire des zones humides a éclairé les choix de leur PLUI. Et enfin, on terminera avec la communauté de communes Aunis Sud, qui elle évoquera son atlas de biodiversité qui est en cours et qui est un outil précieux pour mieux connaître et préserver l'environnement notamment. Sans plus attendre, je laisse la parole à Monsieur Paul Vauvant. Oui, bonjour. Alors déjà, excusez-moi parce que ma caméra a un petit souci, donc vous ne me voyez pas. Donc je vous parle depuis Agen, là, au département. Donc déjà, merci de m'avoir invité à introduire cette séance. Sachez que le séminaire que vous faites m'intéresse beaucoup parce que c'est un petit peu mon métier, l'urbanisme, et j'aurais bien aimé pouvoir y assister. Alors je ne sais pas trop s'ils sont disponibles en ligne. Mais juste pour vous dire que l'urbanisme, c'est mon métier. J'y travaille en tant que professionnel. Je suis architecte et investi sur les domaines de l'urbanisme et que ce thème-là, j'y suis attentif depuis de longues années. Et le fait qu'on y travaille de façon, on va dire, plus précise et notamment en travaillant sur les leviers réglementaires me semble une très bonne chose. Sachant que il me semble que c'est un domaine qui a été certainement, alors on va dire très négligé au cours du siècle qui vient de se passer, avec malgré tout depuis on va dire 10 bonnes années beaucoup plus de sensibilisation. On a eu quand même il y a une dizaine ou une quinzaine d'années l'émergence des problématiques liées à ce qui s'appelle donc la trame verte et bleue. Le fait que, je crois, depuis une dizaine d'années, donc le repérage des zones humides est un sujet dans le cadre des SCOT. Et donc, à la fin de l'année dernière, le fait que ce travail-là doit être fait de façon encore plus sérieuse donc dans les PLUI. Alors, ça n'empêche que certaines collectivités s'y sont aventurées, notamment, il me semble, la Cube, il y a une dizaine d'années, au niveau de Bordeaux, où il y avait un travail de terrain et puis en tout cas de sensibilisation et d'accompagnement des projets assez exigeants à ce niveau-là, sur leur territoire, et qui, en tout cas, dans les territoires ruraux, étaient carrément négligés. Pas plus tard que hier soir, j'avais une discussion avec un artisan boulanger paysan qui m'expliquait que tous les travaux, on va dire, de drainage qui avaient été faits au cours des précédentes décennies, on va dire après-guerre, sont en train de se reboucher. Beaucoup de drains se rebouchent, donc là, la problématique a encore un autre aspect qui arrive sur le terrain. Que sur le terrain aussi, en tant qu'élu, on est confronté à des phénomènes un petit peu surprenants, notamment, j'en parlais hier lors du bureau de la clé du sage, des problèmes liés à des études qui parfois sont peut-être pas faites de façon très précise
sur les ouvrages. Je pense sur la Genée au barreau de Caméla, qui a fait qu'une ancienne zone humide qui pourtant n'était jamais franchement inondée, l'a été de façon massive depuis que ces travaux ont été réalisés, c'est-à-dire depuis un an et demi, avec des inondations, on peut dire à répétition, parce que c'est 7 ou 8 fois en un ou 2 ans. Donc, euh, vous dire que le fait qu'il y aura des présentations à la fois justement d'expériences menées sur le terrain, moi quelque part me réjouit. J'espère pouvoir assister au moins à la première. Je devrais vous laisser ensuite parce que j'ai des contraintes de département tous les vendredis matins. Et donc, remercier en tout cas de votre mobilisation sur ce sujet. Vous dire que nous, les élus, on est très attentifs à ce domaine-là. D'ailleurs, si j'ai introduit cette séance-là, c'est que Thierry Siot, donc président de la Clé, m'a demandé de m'investir plus particulièrement sur ce sujet. Merci pour cette mobilisation. Merci de l'avoir mis à l'ordre du jour. Et puis, donc, très attentif à vos travaux et en espérant avoir un retour d'expérience et puis aussi pour nos travaux d'évolution du SAGE en tant qu'élu, en tant qu'autre personne associée investie sur ce dossier. Merci beaucoup, Monsieur Vaughan. Du coup, sans plus attendre, je vais laisser la parole au Forum des Marais Atlantiques. Du coup, Fabien Blanchet et Nathalie Boèche, comme je l'expliquais en intro. Je vous laisse la parole et si vous voulez du coup partager votre présentation, c'est possible. Bonjour, merci beaucoup Benjamin. Bonjour, effectivement, nous sommes du Forum des Marais Atlantiques. Donc, on va vous faire une présentation à deux. Donc, moi, je suis Fabien Blanchet. Et je suis Nathalie Beuge. Donc, on va vous présenter rapidement notre structure et puis aussi les outils qu'on développe. On entend bien? Voilà. Oui, les outils qu'on développe et puis ensuite, très globalement, qu'est-ce qu'une zone humide et quelles sont les grandes fonctions et services rendus. Voilà. Donc, nous sommes du Forum des Marais Atlantiques, donc syndicat mixte basé à Rochefort-sur-Mer. Nous avons deux antennes, donc une à Brest et une à Saint-Omer. Donc, tout à l'heure, dans les échanges, nous avons entendu qu'effectivement, nous allons changer de nom en 2026. Nous allons nous nommer le Forum des milieux humides, puisque effectivement, à l'origine, nous sommes nés dans les années 90, nous avons été désignés structure pôle relais nationale zone humide sur la façade Atlantique, Manche et mer du Nord. Mais par contre, maintenant, nous sommes avec plaisir aspirés au fin fond des bassins versants pour travailler sur la thématique plutôt justement des bassins versants, gestion des bassins versants et l'interconnexion de l'ensemble des zones humides avec le bassin versant, les cours d'eau, et non plus que marais. Donc nous avons plusieurs pôles, donc un pôle agroécologie, un pôle écosystème, dont fait partie Nathalie. Moi, je suis dans le pôle système d'information. Il y a un pôle documentation, un pôle administratif et un pôle de direction. Et en lien avec ces différents pôles, nous avons 4 principales missions en lien avec nos adhérents, que sont par exemple la région Nouvelle-Aquitaine, et en lien également avec nos partenaires, puisqu'effectivement, nous travaillons beaucoup avec les agences de l'eau, l'OFB, le ministère, et notamment l'agence de l'eau Adour-Garonne, avec laquelle nous avons 2 conventions, donc une convention littorale pour accompagner les acteurs et une convention bassin pour accompagner les porteurs d'inventaire de zones humides. Donc, nos 4 principales missions se tournent autour de l'accompagnement, l'animation, l'expérimentation et l'information. Si on parle d'accompagnement, en fait, on met en œuvre pour les différents acteurs. Je remercie bien évidemment le vice-président pour l'introduction, mais nous accompagnons, nous sensibilisons et informons les élus qui sont la pierre centrale pour certains points. Et après, nous formons les techniciens de zone humide, les techniciens de rivière, les chargés de mission, les services de l'État pour ensuite, pour connaître les zones humides, la sensibilisation, protéger les zones humides,
autour des SIG, la gestion, la restauration, et nous avons sur cette page un catalogue. Sur la partie, pardon, excusez-moi, je reviens en arrière. Je ne sais pas pourquoi c'est passé. Sur la partie animation, donc nous animons différents réseaux d'acteurs. Donc ici, vous voyez le réseau d'acteurs qui centralise sur la France entière et bientôt l'outre-mer les données de connaissances sur les inventaires de zones humides. Qui font partie, enfin qui sont intégrés, hein, notamment avec le SMEAG et le SageNest par exemple. Donc ces inventaires sont sur la plateforme. Nous travaillons également sur la partie élevage. Donc nous animons un réseau d'acteurs, un réseau national sur l'élevage des milieux humides. Donc ce site internet a été mis en place en 2025 et il localise l'ensemble des acteurs qui le souhaitent, et à un centre de ressources spécifique sur l'élevage, donc s'inspirer, connaître, s'outiller et apprendre. Il y a également donc une partie expérimentation, où là on participe à la co-animation et à l'organisation des réseaux en lien avec les scientifiques. On essaye d'être en la soupape, entre guillemets, entre les maîtres d'ouvrage et les scientifiques. Donc avec notamment sur ce site-là, sur le réseau de la restauration des zones humides qui traite de la restauration des zones humides de Bretagne, mais que l'on peut tout à fait transposer sur les différents territoires. Et puis, il y a une quatrième brique qui est la production. Donc, la production de connaissances par des documents techniques. Donc, sur les inventaires, sur la gestion, la restauration, la protection, avec différents fascicules. Donc, ici, on voit notamment avec cette thématique que nous traitons aujourd'hui, la réglementation et les différents outils dans le cadre des documents d'urbanisme, la mise en place de zones prioritaires en lien avec les IEP et les ZDGE. Donc, il y a à peu près 10 000 documents qui sont recensés au niveau de la France et Outre-mer et que vous retrouvez sur le centre de ressources documentaires qui est ici. Je pense que Benjamin va vous communiquer par la suite les différents liens sur ces différents sites et portails. Donc, on n'a pas trop traité et on n'a pas envie d'aller très loin dans la démarche de limite parce que peut-être que les collègues vont le faire par la suite. Mais vous voyez la définition qui est obligatoire quand même de présenter, qui a été changée récemment en lien avec la loi biodiversité. Donc, il y a une loi, il y a différents arrêtés, mais malgré tout, elles subissent des menaces. Elles subissent des menaces, hein, donc, que vous connaissez. Donc, entre les années 60 et 90, la moitié des zones humides auraient disparu. À l'horizon 2030, 25% des sites ont un avenir favorable et 51% des sites ont un avis incertain. 40% de toutes les espèces dépendent des zones humides. Et donc, ces chiffres sont un peu alarmants. Il y a effectivement beaucoup de menaces. La première, ce serait l'urbanisation. L'urbanisation et l'intensification de l'agriculture, la défragmentation des habitats, la qualité de l'eau, les espèces envahissantes. Hein, elles connaissent des situations différentes en fonction des différents types de zones humides et des différents bassins. Ok, donc je vais continuer. Donc là, on a vu ce que c'est qu'une zone humide, les menaces qui pèsent sur les zones humides, qui sont bien connues maintenant. Et on peut se poser la question, mais pourquoi préserver ces milieux-là qui ont été longtemps, on va dire, vus comme des nids à moustiques, etc. En fait, ces milieux humides rendent de nombreux services pour la population, qu'on va un peu approfondir après, donc des services socio-économiques, hydrauliques, épuratoires, pour la qualité de l'eau, récréatifs aussi, et sont aussi des réservoirs de biodiversité. Et un peu plus récemment, on s'est rendu compte qu'aussi, elles permettaient de lutter contre le changement climatique. Alors, les zones humides ont plusieurs grandes fonctions
fonctions qui vont permettre en fait de rendre nous rendre plusieurs services, en tout cas à la société. Les grandes fonctions sont les fonctions hydrologiques. Elles permettent le stockage et le transfert d'eau et la recharge des nappes. Effectivement, les zones humides peuvent permettre en fait de stocker le surplus d'eau, notamment lors de crues en plaine alluviale, par exemple. Et puis, ensuite, de recharger cette eau cette eau peut permettre de recharger, on va dire, les nappes phréatiques pour notamment l'eau potable. Donc, de ces fonctions hydrologiques en découlent plusieurs services rendus. La première, on l'a dit, la diminution des crues. Aujourd'hui, on sait qu'un hectare de milieu humide préservé permet d'économiser par an entre 37 et 617 €. Donc, ça peut être des alternatives à du génie civil, par exemple des digues, etc. Elle a d'autres services comme le soutien d'étiage. Donc, certaines zones humides peuvent stocker jusqu'à 15 000 m3 d'eau par hectare. En fait, elles servent un petit peu d'éponge. Donc, l'eau est stockée dans ces zones humides. Et puis, quand il y a des sécheresses, elle restitue doucement son eau au cours d'eau, qui permet d'éviter des sécheresses. Et puis aussi, c'est en lien avec les deux autres services, elle permet donc du coup de réguler les débits. Et par exemple, il y a une zone inondable, une zone inondable, je ne la citerai pas, qui est une zone d'expansion des crues de la Seine. Et pour remplacer cette infrastructure naturelle par un barrage d'écrêtement des crues, il faudrait débourser entre 100 et 300 millions d'euros. Juste pour expliquer que ces milieux naturels sont tout aussi efficaces que certains barrages, par exemple, d'écrêtement des crues, et beaucoup moins chers. Alors, il y a d'autres fonctions. La deuxième grosse fonction des zones humides, c'est les fonctions biogéochimiques, donc de filtration et d'épuration. Elles ont un rôle de rein chimique et de filtre physique, car elles peuvent dénitrifier, et elles peuvent aussi permettre de retenir, par exemple, les phosphates, mais aussi d'immobiliser, par exemple, les matières en suspension. Et une dernière chose, et non des moindres, elles stockent du carbone tant que cette zone humide est en bonne santé. Donc, 1 hectare de milieu humide préservé, c'est 2 000 € économisés par habitant et par an pour le traitement de l'eau potable. Le plus simple à comprendre, c'est tout ce qui est mini-station d'épuration en lagunage. C'est exactement le même processus dans les zones humides naturelles. Et une autre grande fonction, c'est bien sûr les fonctions biologiques. Et c'est un support de biodiversité. Il y a de nombreuses espèces qui dépendent des milieux humides en France, notamment en lieu de reproduction. Donc 100% des amphibiens dépendent des milieux humides, évidemment. De nombreux poissons, de nombreux oiseaux comme des limicoles et des espèces végétales menacées. Donc il y a de nombreuses espèces qui sont endémiques aussi à ces zones-là, qui sont très particulières. Et si elles disparaissent, les espèces disparaîtront aussi. Elle permet de faire aussi un peu le lien entre la terre et l'eau. Donc, c'est des espaces qui permettent de faire ce lien-là, et elles permettent la continuité écologique. Donc, au niveau des services rendus, on a le chiffre de 2 tiers au moins des poissons consommés dans le monde proviennent de zones humides, et ce sont aussi des zones d'élevage et de culture dans de nombreux milieux dans le monde. Et une dernière fonction, ce sont les fonctions économiques et culturelles. Donc, les fonctions, elles permettent de produire de la biomasse, et c'est aussi des fonctions quand même esthétiques et éducatives. Les services rendus, c'est l'approvisionnement en fourrage. C'est, comme je le disais, la possibilité de culture spécifique dessus. C'est aussi un endroit d'auxiliaire de culture, mais également un endroit où on a
on peut réaliser des loisirs, un certain cadre de vie, un bien-être notamment. Quand il fait très chaud, c'est également des îlots de fraîcheur. Voilà. Ouais, pour tous ces services et ces fonctions, on voit que nos élus prennent à bras le corps l'amélioration de la connaissance, notamment dans les cadres des documents d'urbanisme ou des PLU, en lien avec les inventaires. Donc, juste pour deux petites statistiques, hein. Aujourd'hui, on connaît 60% des territoires de zone humide sur lesquels il y a un inventaire. Ça veut dire qu'il y a encore pas mal de connaissances à améliorer sur certains territoires. Juste 99% de la Bretagne est connue pour avoir fait ses inventaires. Sur d'autres territoires, ça peut être 20%. Donc, il y a encore à améliorer de la connaissance. Et on sait qu'aujourd'hui, à peu près 4,2% de la surface du territoire hexagonal est représentée par des zones humides. Donc, ce sont quand même des territoires très, très importants. Par exemple, sur le Finistère, les zones humides représentent 9% du département. Sur d'autres territoires comme la Charente-Maritime, c'est équivalent puisqu'il y a la présence de grands marais. Donc aujourd'hui, on sait que l'amélioration de la connaissance est importante pour les PLU et les documents d'urbanisme, hein, pour identifier les zones humides effectives, les zones humides qui peuvent être détruites, mais c'est une première marche. Mais il y a d'autres marches, et les autres marches sont la caractérisation pour ensuite une gestion. Donc ça, c'est un petit zoom sur la caractérisation. Dans le cadre d'inventaire, on peut identifier des zones humides en bon état, des zones humides en mauvais état, et après, le principe, c'est les structures gémapiennes, c'est d'autres structures conservatoires notamment, ou autres, qui peuvent, en lien avec ces inventaires, en lien avec cette caractérisation, mettre en place des aspects de gestion pour préserver les zones humides en bon état et restaurer les zones humides en mauvais état ou restaurer les fonctions dégradées de ces zones humides-là. Donc, je départage le diaporama. Je ne sais pas si... C'est bon, merci. Merci beaucoup. Il y a peut-être une phase de questions ou c'est après, Benjamin? Tu nous dis. Mais voilà. L'idée, c'est Oui, merci. Qu'on fasse la phase de questions un petit peu après les trois intervenants. Mais si vous avez des questions dans le chat ou dans questions et réponses, on peut y répondre par écrit. Nathalie peut répondre par écrit, il n'y a aucun souci. Okay. Merci. Camille, du coup, je te laisse le contrôle. Oui, merci. Voilà, diapo. Normalement, tu as le contrôle. Chercher. Oui. N'hésitez pas, pour les participants, à vous resynchroniser sur le diapo. S'il faut du coup se resynchroniser pour avoir bien les slides. Merci. Et je te laisse la main. Très bien, merci. Vous voyez bien le diaporama? Donc oui, je vais me représenter rapidement. Donc Camille Roulier, je suis technicien rivière et bassin versant pour la communauté de communes des Sources de l'Orne. Et donc j'ai été sollicité ce matin pour vous partager un retour d'expérience sur la façon dont nous avons intégré un inventaire des zones humides dans notre document d'urbanisme, le PLUI. Donc revenir sur cette démarche d'inventaire, ce qui a bien réussi et moins bien fonctionné. Donc déjà, vous revenir sur une petite présentation du territoire. Donc la communauté de communes des Sources de l'Orne. Donc nous sommes situés en plein cœur du département de l'Orne, en région Normandie. Nous sommes un territoire très rural, hein, parce qu'on compte un peu moins de 13 000 habitants pour 23 communes, sur une surface totale de 363 km². Et le 1er mars 2018 a été prescrit par le Conseil communautaire l'élaboration d'un PLUI.
Alors le PLUI, vous le savez, c'est qu'il doit être compatible avec pas mal de documents, notamment liés aux lois d'urbanisme et d'aménagement. Moi, ce que je vais mieux maîtriser, ça va être la politique de l'eau. Hein, vous savez, il y a pas mal de documents réglementaires qui régissent la gestion de l'eau en France et qui émanent déjà de l'Europe. Mais je vais surtout m'orienter vers un document. Le document qui va nous intéresser le plus localement, c'est le SAGE, donc le schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Et sur notre territoire, on est concerné par 2 SAGE différents. Au nord, par le SAGE Ornamont et au sud, par le SAGE Sartamont. Donc, ce sont des documents qui sont opposables aux tiers avec un règlement. Et dans les textes, donc le SAGE, notamment Sartamont, indiquait bien dans ces textes qu'en cas de révision ou d'élaboration d'un PLUI, la structure compétente réalise un inventaire exhaustif des zones humides en vue des intérêts dans les documents d'urbanisme. Alors que le SAGE Ornamont était un peu plus évasif, était plus sur de la préconisation. Et du coup, dans un souci de rapport de compatibilité avec le SAGE Sartamont, nous nous sommes lancés dans une démarche d'inventaire exhaustif à l'échelle du territoire. Donc cet objectif de l'inventaire était de pouvoir identifier, délimiter et cartographier les zones humides sur notre territoire. On a également fait ce travail sur les zones d'expansion de crues. On a caractérisé ces zones humides-là, donc analysé leur fonctionnalité, et puis ensuite les hiérarchiser. Donc on partait du principe que toutes les zones humides n'avaient pas le même intérêt sur notre territoire, donc pouvoir mettre plusieurs niveaux de priorité. Et cette étude d'inventaire, donc, c'est décomposé en 3 phases. Une phase 1 de prélocalisation, une phase 2 de diagnostic de terrain, hein, d'inventaire, et puis une phase 3 de hiérarchisation et de proposition de gestion des zones humides d'intérêt prioritaire. Donc, donc on a démarré en fait cette mission à l'automne 2020. La première étape du bureau d'études a donc été de recueillir les données pour procéder à une prélocalisation des zones humides. Donc les résultats sont exposés sur cette carte-ci. Hein, en fait, le bureau d'études a regroupé, compilé toutes les informations existantes lui permettant de pouvoir prélocaliser les zones humides. Et il s'est avéré que sur notre territoire, donc, nous étions à 11 250 hectares de zones humides potentielles. Ce qui est assez conséquent puisque ça représente quand même 30% de notre territoire. Et donc la mission du bureau d'études, c'était de prospecter ces 11 250 hectares. Donc ces résultats-là ont été exposés notamment lors d'une réunion de lancement à l'ensemble des élus du territoire. Et puis à l'issue de cette réunion-là, on a demandé que chaque maire reparte avec son atlas communal des zones humides et de pouvoir former un groupe de travail à l'échelle de la commune pour pouvoir discuter avec leurs habitants, les agriculteurs, des associations environnementales éventuellement, de cet atlas-là, donc pour pouvoir le vérifier, le compléter et éventuellement le valider. Donc on a certaines communes qui ont vraiment joué le jeu en organisant ces groupes de travail. D'autres communes ont organisé des permanences, hein, ouverture au public pour pouvoir consulter ces cartes-là. Et on a aussi d'autres communes hein, qui n'ont pas forcément joué le jeu. Ça, je l'exposerai plutôt dans les difficultés en fin de diaporama. Et on a demandé aussi à chaque élu donc, de pouvoir commencer à informer la population du passage prochain sur le terrain du cabinet d'études. Donc, ce qui a concerné donc, cette phase 2, hein, la phase d'inventaire de terrain. Donc, en amont, on a informé la population et surtout la profession agricole, grâce et puis par l'intermédiaire de la Chambre d'agriculture, pour leur exposer la démarche et puis voilà, nous contacter en cas de questionnement. Et puis aussi, voilà, il y a d'autres canaux aussi, comme le magazine intercommunal, où on a aussi parlé à la population de cet inventaire. Donc concrètement, l'inventaire de terrain, ce qu'on a demandé au bureau d'études, c'était de se déplacer sur les zones humides potentielles et nous dire si effectivement nous étions en présence ou non de zones humides. Ensuite, de la délimiter, donc quelle emprise, quelle surface, et de la caractériser, donc quel fonctionnement, quel rôle et quel intérêt présente cette zone humide. Alors sur la procédure d'identification, donc ça reste assez basique, c'est qu'on s'est déjà basé sur la flore, hein, si elle était indicatrice de zone humide. Si on ne pouvait pas s'appuyer sur la flore, eh bien, le bureau d'études a réalisé des sondages pédologiques, donc des sondages de sol,
pour essayer de trouver des traces d'hydromorphie dans le sol. Et donc là, ce qui nous permettait ensuite d'identifier la zone humide. Une fois la zone humide identifiée, il s'agissait ensuite de la délimiter. Donc là, par exemple, ici, sur une zone humide où la flore est assez disparate, c'est assez difficile de pouvoir la délimiter. En fait, le cabinet d'études a réalisé des sondages, comme ici, par exemple, un sondage positif. Ensuite, il s'écarte de ce premier sondage-là. Celui-ci est négatif. Et en fait, il se déplace comme ceci sur la zone pour pouvoir ensuite faire une délimitation qui est somme toute assez fine. Donc là, c'est vraiment au jugé de chaque opérateur de terrain d'évaluer la densité de sondage à réaliser. Et puis une fois délimité, il fallait donc caractériser, donc décrire cette zone humide-là, donc notamment comment est alimentée en eau cette zone humide, quelles sont ses fonctionnalités, quelles sont les activités dans et autour de la zone, commencer à réfléchir à des préconisations et puis à y ajouter des photos, des commentaires. Et tout ça a été intégré en fait dans le logiciel GWERN, qui est un logiciel développé par le Forum des Marais Atlantiques, qui fait aujourd'hui office vraiment de référence dans le recensement des zones humides. Et donc cet inventaire de terrain nous a été restitué en réunion aussi. Et voici donc les résultats finaux. Donc après 230 jours de terrain, plus de 5200 sondages pédologiques, le bureau d'études a mis en évidence donc sur notre territoire 6800 hectares de zones humides, donc avérées. Donc ce qui n'est quand même pas rien puisque ça représente près de 20% de notre territoire. Et autre statistique, c'est quand même que par rapport aux surfaces de zones humides potentielles, on a quand même une diminution de près de 40%, ce qui est aussi assez conséquent. Et vous avez donc cette sorte, sur la cartographie, donc la répartition de ces zones humides sur notre territoire, et on voit qu'on a une grande disparité entre les communes. Et quand on connaît le territoire, cette répartition, elle n'est pas du tout étonnante. Au nord de notre territoire, on a une forte densité de zones humides, parce qu'on est sur des plaines alluviales, des plaines inondables, et donc là, majoritairement tournées vers l'élevage. Donc des zones humides qui sont bien préservées. Tandis qu'on a un axe assez central sur notre territoire, donc c'est les communes en clair. Et là, on est en fait surtout sur de la plaine céréalière, qui est peut-être du coup à l'origine de cette dégradation de zones humides. Hein, on fait cette supposition-là. Et donc en parallèle de cette phase d'inventaire de terrain, ils ont aussi procédé à la hiérarchisation de ces zones humides. Donc là, en fait, sur cette hiérarchisation, c'était une méthode qui était toute nouvelle à élaborer, puisque ni nous, ni le bureau d'études avions déjà réalisé ce type de procédure-là. Donc il a fallu partir de zéro. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu attribuer une note à chaque grande fonctionnalité par zone humide. Donc attribuer une note sur la fonction écologique, attribuer une note sur la fonction hydrologique de la zone humide, sur la fonction biogéochimique. Par contre, on n'a pas attribué de note sur la socio-économique. Ensuite, on a regroupé ces trois notes pour aboutir à une synthèse, une fonctionnalité globale de ces fonctionnalités-là. On a couplé à une note de dégradation ou de vulnérabilité de la zone humide, et c'est ce qui nous a permis en fait d'aboutir ensuite à un niveau de priorité. On avait 3 niveaux de priorité, nous indiquant si la zone humide, il était nécessaire ou pas de mettre des mesures de préservation ou de protection. Donc voici donc les 4 notes avec les différents paramètres qui ont été évalués. Je ne vais pas détailler les paramètres, mais voilà, vous avez un aperçu. Cependant, je vais quand même vous exposer en fait la grille d'évaluation sur la fonction écologique. Voilà, donc c'est une note sur 8 qu'on a ensuite ramenée sur 20. Donc là, avec l'illustration d'une bonne note hein, sur une pâture voilà, située sur la commune du Cercueil, donc, avec une note de 15 sur 20, donc c'est une bonne fonctionnalité écologique. Et puis en dessous, donc une parcelle, donc une culture qui s'est vue attribuer une note moyenne de 10 sur 20 sur la fonction écologique. Donc, on a évalué donc ces différentes fonctionnalités et que nous a apporté en fait le bureau d'études sur les grands résultats. Alors sur l'aspect fonctionnalité écologique, on a quand même 84% des zones humides qui ont été identifiées
qui présente une bonne fonctionnalité écologique. Donc c'est un résultat qui ne nous a pas forcément trop étonnés, puisqu'on savait que 61% des zones humides sont déjà intégrées dans un périmètre de protection du style Natura 2000. Donc on connaissait déjà la haute valeur environnementale de nos zones humides, ce qui est confirmé par le bureau d'études. Nous avons donc une zone humide sur 2 qui se trouve à proximité immédiate d'un cours d'eau, mais seulement 31% de ces zones humides possèdent une bonne fonctionnalité hydraulique. Donc notamment une bonne connexion entre le lit mineur et le lit majeur du cours d'eau. On a des zones humides qui ne jouent pas tout à fait le rôle de tampon, comme ce qui avait pu vous être expliqué dans la présentation précédente. Et sur l'aspect biogéochimique, on a 40% de nos zones humides qui présentent une bonne fonctionnalité, notamment parce qu'elles se trouvent à proximité de grandes cultures. Et d'ailleurs, le bureau d'études a mis en évidence que 96% de nos zones humides sont situées à moins de 10 mètres d'une grande culture. Ce qui souligne aussi vraiment la vulnérabilité de nos zones humides de ce fait. Et sur la fonctionnalité globale, du coup, en réunissant les 3 grandes fonctions, eh bien, on voit que 35% de nos zones humides présentent quand même une bonne fonctionnalité. Comme par exemple sur la photo du bas, où là on se retrouve avec une zone humide qui est composée d'une prairie humide eutrophe, entourée de d'autres zones humides, dans un secteur de protection. Et donc là, ce qui montre vraiment une très très bonne zone humide. Et à contrario, sur la photo du dessus, où on a une zone humide qui est isolée, où l'activité est une culture, et qui est en dehors de périmètre de protection. Donc là, on est sur une zone humide qui est très peu fonctionnelle. Là, vous avez vraiment la différence extrême entre les 2 zones humides. Ensuite, donc, cette fonctionnalité globale, on l'a couplée au niveau de vulnérabilité des zones humides pour aboutir donc à un niveau de priorité. Donc là, il s'est avéré que 36% des zones humides identifiées sur notre territoire présentent une priorité 1. Donc, c'est-à-dire que ce sont des zones humides sur lesquelles il va falloir pouvoir proposer des mesures de préservation ou de protection. Alors, ce même résultat, là, je vous l'ai exposé sur une cartographie, donc ce qui est beaucoup plus parlant, et ce qui nous permet de scinder notre territoire en 2. Notamment sur la partie nord et ouest de notre territoire. Il y a pas mal de zones rouges, donc de zones humides prioritaires. En fait, ici, ce sont des zones humides qui possèdent déjà un statut de protection via le site Natura 2000. Donc là, la mesure, c'est surtout lié à de la préservation de ces zones humides-là. Et on sait que sur ces zones humides-là, la préservation, elle est fortement tributaire de la pérennisation des pratiques agricoles, notamment des pratiques extensives. Donc c'est surtout sur cet aspect-là qu'il va falloir faire attention, c'est sur les pratiques agricoles. Tandis qu'au sud de notre territoire, là, on n'a aucun zonage remarquable naturel, ce qui fait que les mesures vont être plus sur de la protection. Et encore que, très prochainement, en fait, grâce en partie à notre inventaire, c'est que les zones humides donc au sud de notre territoire vont prochainement intégrer un projet d'extension de site Natura 2000. Parce qu'en fait, l'inventaire a montré que nous avions en présence de prairies paratourbeuses, nous avions des prairies maigres de fauche, des boisements alluviaux et puis aussi des mégafourbiers. Ça, ce sont des habitats d'intérêt européen qui justifient donc leur intégration dans ce nouveau périmètre Natura 2000. Et il va nous rester encore quelques zones humides sans protection de zonage naturel. Mais là, notre P, lui, va du coup s'en occuper. Ça va faire l'objet d'une diapo un peu plus tard. Et le bureau d'études nous a aussi fait plusieurs fiches actions. Donc, nous a présenté des mesures de préconisation à apporter sur des zones prioritaires selon les activités. Comment préserver une zone humide sur une zone pâturée, sur une zone cultivée, sur une zone fauchée ou une zone boisée. Ce qui est aussi intéressant, on a des solutions applicables tout de suite. Donc nous, suite à ces inventaires, le PLUI a été approuvé en novembre 2024, vous voyez, c'est encore très récent, avec un mot d'ordre qui était que la préservation des zones humides doit être la règle
et que la dégradation ou la destruction doit être l'exception. Comment ça s'est retranscrit dans le règlement du PLUI? Donc là, je vous ai mis mot pour mot comment c'est inscrit dans le PLUI. C'est que les zones humides sont protégées au titre de la loi sur l'eau, dans leur intégrité spéciale et leur fonctionnalité. Le fait d'intégrer aussi la fonctionnalité, c'est très très intéressant, je trouve, et que toute construction, extension de construction existante est interdite. Au même titre, tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide sont interdits. Donc là, vous comprenez qu'on va un peu plus loin, ou beaucoup plus loin que la réglementation loi sur l'eau en interdisant toute activité, tout aménagement sur les zones humides de notre territoire. Alors, malgré qu'on ait quelques quand même exceptions, vraiment à la marge, c'est-à-dire qu'on peut faire des aménagements ou des installations si ça concerne la défense nationale, la sécurité civile ou la salubrité publique. Ou si c'est des aménagements légers qui concernent la gestion ou l'ouverture au public de ces espaces, ou si ça nécessite, ou si ça concerne la conservation ou la protection de ces espaces. Ah non, mais écoute ce qu'ils disent, c'est m'appelle. Et donc ce règlement du PLUI, nous l'avons couplé donc à un règlement graphique. Et donc là, je vous ai exposé un extrait. Ce qui est intéressant, c'est que sur quasiment 98% des zones humides qui ont été identifiées ont été classées dans un zonage naturel, donc zone espace naturel à protéger. Et seulement voilà, 2% des zones humides ont été classées en zonage agricole. Alors, une diapositive pour vous reprendre en fait ce qui a bien marché et moins bien marché au cours de cette démarche d'inventaire. Alors déjà, sur la qualité de l'inventaire, la restitution, on est plutôt satisfait du bureau d'études. Ça a été un travail sérieux, minutieux, qui a été porté vraiment sur une grande surface. Donc, voilà, ça n'a pas été forcément parfait partout, mais au vu de la superficie prospectée, on est quand même plutôt satisfait. En plus de cette hiérarchisation, on a quand même de la donnée très, très intéressante. On avait voulu aussi que cette démarche soit la plus participative possible. Là, bon, c'est plutôt mitigé. Parce qu'on a quand même certains maires, certaines communes qui n'ont pas été trop coopératives. Elles n'ont pas forcément été facilitatrices sur le terrain, ce qui a amené voilà, des difficultés de travail pour le bureau d'études, en tout cas en toute sérénité. Ensuite, je sais qu'il y a eu quelques loupés aussi sur la communication auprès des habitants. Le bureau d'études ne prévenait pas forcément de leur arrivée sur le terrain. Donc, on a eu des fois attention à gérer lorsque la population voyait des gens faire des sondages sur des terrains privés. Donc là, ça les a un petit peu surpris. Donc, il a fallu gérer ça. Sur l'aspect sensibilisation des enjeux, on l'a fait un petit peu auprès de la population via des articles dans nos magazines. Mais comme dans beaucoup de structures, on ne travaille encore pas assez sur cette communication, sur cette sensibilisation. Donc, il y a encore des choses à faire. Et puis, sur la présentation au public des résultats, là, on n'a pas fait grand-chose, malheureusement. Les données n'ont pas encore été très, très bien valorisées. Donc, ça aussi, ça va être des choses à faire prochainement. Quant à l'intégration des données dans le document d'urbanisme, là, on est plutôt satisfait puisque l'ensemble des zones humides identifiées ont été intégrées dans le zonage. Sur la définition des mesures de protection de gestion, là aussi, on est plutôt satisfait, parce qu'on est arrivé sur des mesures quand même assez contraignantes, donc assez ambitieuses. Donc, on a réussi à aller au bout par rapport à ça, donc on est satisfait. Concernant la mise en application du règlement d'urbanisme, donc là, ça fait 1 an que le PLUI est approuvé, donc on n'a eu pas beaucoup de cas concrets d'application de ce règlement au sujet des zones humides, excepté sur un projet qui était d'ailleurs porté par la communauté de communes et qui a été avorté parce que en fait, le projet avait une emprise sur une zone humide. Donc, il avait fallu réfléchir et orienter à un plan B notre projet. Et autre point, gros point d'amélioration, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on se retrouve avec beaucoup de données, d'informations sur des zones humides qui ont été dégradées. Si on veut vraiment aller jusqu'au bout, il faudrait qu'on puisse mettre en place un programme de restauration de ces zones humides-là. Et on n'est pas encore sur un programme d'action opérationnelle aujourd'hui, donc ça sera peut-être sur une prochaine mandature à voir. Mais en fait, on a déjà
tous ces éléments pour pouvoir y travailler. Et puis une dernière diapo plus comptable, vous dire qu'en fait l'étude a été réalisée par DCI Environnement pour un coût d'un peu moins de 150 000 € et qui a été financée par l'Agence de l'eau Seine-Normandie à hauteur de 80 %. Voilà pour ce que je voulais vous présenter et en vous remerciant. Merci Camille pour cette présentation. On répondra aux questions après les 3 interventions, mais peut-être important de répondre à une question de la DDT 32. Et Fabien, Nathalie ou Carla, vous pouvez peut-être y répondre aussi. La question étant: bonjour, je saisis mal la différence entre protection. Préservation et protection, c'est ça? On n'a pas très bien entendu la question, Benjamin. Pardon. Bonjour, je saisis mal la différence entre préservation et protection. Alors, la protection, donc là, on est vraiment sur quelque chose qui va fixer la chose, hein, où la zone humide est protégée, donc toute intervention ne sont plus possibles, tout aménagement ne sont plus possibles. La préservation, c'est-à-dire que nous, on est parti du sens où elle bénéficiait déjà d'une protection. Donc la préservation, c'est plutôt travailler sur les pratiques agricoles qui sont mises en place sur ces zones humides. Plutôt participer à des pratiques agricoles extensives, donc limiter la pression du bétail, limiter les transferts, la fertilisation de ces zones-là. Ouais. Très bien, merci. Du coup, je vais reprendre le contrôle, Camille. Voilà, Hop. c'est fait. Du coup, je vais laisser la parole à la communauté de communes Aunis Sud, si vous voulez prendre le contrôle de la Oui. de la présentation. Oui, c'est bon. Normalement, c'est bon. Vous pouvez défiler les slides. Ok. Donc, bonjour à tous. Donc, je me représente, moi, c'est Carla Maillon de la communauté de communes d'Aunis Sud et il y a ma responsable ici, Steve Philippot, qui est avec moi, qui pourra aider à répondre à des questions. Donc, nous avons présenté l'atlas de biodiversité intercommunale que nous avons réalisé sur notre territoire. Donc, je me suis permis de remettre une carte pour être sûr que tout le monde situait où on était, puisque que tout le monde n'ait pas de Charente-Maritime. Donc, on est au nord de la Charente-Maritime, à l'ouest de La Rochelle. Donc, notre territoire, c'est 24 communes pour un peu plus de 30 000 habitants. Notre constat, en fait, pour mener notre projet d'Atlas Bédir, pourquoi on s'est lancé dans cette démarche, c'est qu'on a pris conscience de plusieurs points. Le premier, c'était qu'on avait un manque de connaissances sur l'ensemble de notre territoire, sur les milieux naturels et les espèces. On avait des zones avec beaucoup de données, ça c'est sûr, des zones où il y avait beaucoup d'acteurs environnementaux présents, comme dans les marais. Et à l'inverse, on avait des zones avec des blancs. Et on avait peu de liens entre ces zones. Donc on avait besoin d'essayer de combler tous ces trous et de se rendre compte de ce qu'on avait comme potentiel sur notre territoire. La deuxième point, c'est qu'on avait une volonté de nos communes, plusieurs communes d'agir, mais elles ne savaient pas vers où aller ni comment. Donc là, c'est vraiment des communes qui m'ont contacté pour les accompagner sur des projets de biodiversité, sauf que la plupart avaient une volonté de dire, nous, on aimerait bien améliorer notre territoire, sauf que on ne sait pas quoi faire. Et il y avait quand même une conscience de dire, plutôt que de faire une bêtise, parce que certaines actions, en fait, si elles sont mal faites, peuvent avoir des conséquences négatives sur l'environnement, malgré le fait que ça partait d'une bonne intention. Donc on avait vraiment cette problématique-là. On avait également comme problématique la révision de notre PLUI pour l'horizon 2026-2027, enfin le début de la révision, avec dans le PLUI actuel, où la trame verte et bleue montrait beaucoup d'incohérences sur pas mal de zones, parce que ça avait été fait du coup à une époque où c'était beaucoup de la cartographie visuelle, donc pas forcément de relevé de terrain. Et donc, on avait ce problème-là qui est apparu, et donc cette opportunité d'améliorer de nouveau notre trame verte et bleue avec cette révision. On avait également une demande de la part de la région et de l'État, avec qui on échangeait régulièrement, de proposer des actions beaucoup plus ancrées dans des stratégies territoriales.
Donc, c'était d'éviter de faire, je pense que vous avez peut-être d'autres eu cette constatation, mais d'éviter d'avoir des actions qui étaient uniques et ponctuelles, mais plutôt d'avoir des actions qui se centraient dans une stratégie et dans une volonté sur le long terme, notamment d'un point de vue changement climatique, mais aussi d'un point de vue préservation durable des milieux. On avait également identifié on a également réalisé notre PCET, donc plan climat énergie territoire, et PAT, projet alimentaire de territoire. Et on avait identifié des vulnérabilités. Et donc, on avait besoin de trouver des solutions pour répondre à ce qu'on avait identifié dans ces documents, et notamment pour le PCET, des problématiques liées à la restauration de milieux humides ou de zones humides. Et donc, le manque de connaissances faisait un lien avec ces vulnérabilités. Et enfin, d'un point de vue plus mobilisation des citoyens, on n'avait pas d'action autour de la biodiversité intercommunale qui a été lancée. On avait des actions ponctuelles de la part des communes, mais très éphémères. On n'avait pas forcément une énergie globale. Et donc pour ça, on avait besoin on estimait que ça pouvait être intéressant de lancer aussi cette démarche. Donc ça, c'était nos constats. Là-dessus, donc je vais vous présenter maintenant, ça c'est ce qu'on constatait sur notre territoire. Maintenant, je vais vous présenter en quoi consiste un ABC, et nous allons comprendre que c'était une solution pour répondre aux problématiques identifiées. Donc, alors, là, donc un ABC, c'est avant tout donc un inventaire des connaissances. Donc le objectif d'un ABC, c'est de réaliser un diagnostic et une cartographie des enjeux de biodiversité. Donc il y a ce volet connaissances qui est important, de pouvoir mieux identifier sur votre territoire ce que vous avez. On a aussi le deuxième gros volet, c'est la mobilisation. Donc un outil, c'est vraiment s'approprier les enjeux et sensibiliser les acteurs. Donc c'est pas seulement un document pour rester dans les politiques publiques, c'est vraiment quelque chose qui doit être fait mobiliser et vécu pour la population, et donc de créer des événements pour que la population s'approprie les enjeux. On est vraiment sur de la biodiversité locale, donc que les gens se reconnectent avec la nature. Et enfin, il y a un passage à l'action, et donc c'est un outil stratégique pour permettre de mettre en œuvre des politiques publiques en lien avec la biodiversité. Donc il y a vraiment une finalité à la fin d'avoir des documents stratégiques et cartographiques. Donc comment ça se met concrètement? Donc pour mettre en place un ABC, donc théoriquement, il faut d'abord faire une première synthèse des connaissances pour se rendre compte de ce que vous avez sur votre territoire. Ensuite, il y a l'établissement des priorités, parce qu'on ne peut pas tout inventorier à la parcelle, notamment au niveau intercommunal. On doit choisir des enjeux écologiques identifiés. Vous avez ensuite de construire une mobilisation citoyenne. Après tout ça, il y a la réalisation du diagnostic et donc hiérarchisation des enjeux avec ce que vous avez commencé à identifier. Le but après, c'est de formaliser tout ça dans des résultats et de traduire ça par des cartographies. La cartographie vous donne des enjeux identifiés sur votre territoire. Et enfin, l'un des objectifs essentiels, c'est le plan d'action qui permet après de définir cette fameuse stratégie sur le long terme de les actions que vous voulez mettre en place pour la biodiversité. Et évidemment aussi, il y a tout ce côté partager l'information dans les documents, dans les SNP, donc les sites nationaux de données, pour que l'information soit transmise aussi au niveau national. Donc, avec tout ça, nous, du coup, entre nos constats et ce que permet de faire un ABC, on a trouvé que c'était une bonne association des deux. Et là-dessus, on ne l'a pas fait tout seul avec le service environnement. En fait, on a mobilisé le service urbanisme parce qu'on a trouvé que c'était un projet qui pouvait être utile aux deux services. Et donc, on l'a présenté comme ça aux élus. Pourquoi, en fait, il y avait un intérêt de faire un ABCI, donc Atlas de biodiversité intercommunale, c'est l'abréviation que je vais réutiliser plus tard. Pourquoi il y avait un intérêt de faire ça pour le service urbanisme? Il y avait du coup une aide à la révision de la trame verte et bleue. Nous, c'était la négociation qu'on a fait aussi dans la construction de notre projet. On voulait qu'à la fin, grâce à ces inventaires, on puisse mieux caractériser nos milieux et les enjeux de biodiversité, et donc refaire notre trame verte et bleue. C'était du coup essentiel là-dessus pour le service urbaniste, qui du coup, il voyait un intérêt de dire qu'au lieu de faire la trame verte et bleue d'un point de vue réglementaire classique avec juste de la cartographie, là, c'était vraiment avoir des données très concrètes liées au réel, et donc mettre les corridors de biodiversité, les réservoirs de biodiversité, beaucoup plus ancrés sur du solide et du réel. Et donc renforcer aussi notre règlement là-dessus. Ça permettait du coup de préserver et de restauration des contenus écologiques. Donc du coup, en identifiant beaucoup mieux nos zones, on peut beaucoup plus concentrer des actions sur des zones plus efficaces, et donc de moins éparpiller sur l'ensemble des zones, mais vraiment de concentrer sur là où on a les plus gros enjeux.
On avait aussi du coup donc un moindre coût évidemment parce que l'ABC, donc je ne l'ai pas dit, mais c'est donc un projet de l'Office français de la biodiversité et c'est subventionné jusqu'à 80%, ce qui n'est pas le cas pour les études TVB qui sont obligatoires dans les PUH, mais qui ne sont pas subventionnées. Alors que là, dans le cadre de notre projet, on a pu obtenir donc 80% de subvention de l'Office français de la biodiversité. Et c'était aussi une aide pour l'application du ZAN, donc zéro artificialisation nette. Pareil, du coup, ça permettait de mieux identifier des zones à urbaniser plus précises et donc de préserver d'autres zones. Donc ça, c'est vraiment les objectifs qu'on a définis avec le service urbanisme et qui nous a permis de convaincre les élus aussi d'accéder à ce projet, puisque c'était vraiment un intérêt à la fois service environnement, mais aussi service urbanisme. Et donc, comme j'expliquais avant, le BC, c'est pas seulement des inventaires écologiques et du coup de la politique uniquement documents d'urbanisme ou documents réglementaires, c'est une forte mobilisation citoyenne. Et nous, pareil, du coup, on a décidé de ne pas mener le projet seul. On a souhaité vraiment emmener l'ensemble des services de Nice Sud pour sensibiliser tous nos publics. La constatation, c'est que sur la mobilisation citoyenne, quand on a fait un peu un état des lieux, c'est compliqué, c'est souvent les mêmes personnes qui viennent sur les parties environnementales. Du coup, on a souhaité essayer de faire un peu différemment et donc de s'appuyer sur tous nos services qui avaient déjà des événements grand public et sur lesquels en fait on pouvait se raccrocher en rajoutant un volet biodiversité. Donc on a un réseau de bibliothèques qui anime un réseau de bénévoles et donc des bibliothèques sur une grande partie de nos communes. C'était aussi travailler avec le conservatoire de musique, donc associer musique et culture avec la biodiversité, parce que ça va très très bien ensemble aussi. Le service sport avec ses événements sportifs et le service culture et patrimoine qui organise des événements liés plutôt à l'histoire. Et du coup, c'est de rattacher le côté historique passé avec un projet environnemental. Donc pareil, dans notre offre d'ABC, on a construit des propositions, en tout cas de programmes d'animation, en s'appuyant sur ces services. Et donc ça a permis d'emmener en fait l'ensemble des services de Nice Sud et de travailler en transversalité et de pas rester uniquement entre deux services. Donc c'est aussi un volet super important. Et enfin, pour notre atlas de biodiversité, on a souhaité pour la partie technique, en fait, on n'était pas capable de le faire nous en interne seul. On s'est appuyé sur des partenaires locaux pour nous accompagner dans le projet, sur lesquels il y avait un intérêt aussi pour eux de se lancer là-dedans avec nous. Donc on en a 3. La Fédération de pêche de Charente-Maritime, qui est une fédération qui regroupe 23 associations, qui est pour la pêche et la protection des milieux aquatiques. La LPO 17, donc Ligue protectrice des oiseaux. Et enfin, Nature Environnement 17, qui est une association associée aussi à France Nature Environnement et qui est l'antenne locale de Charente-Maritime et dont le siège est chez nous. Donc en fait, ces 3 associations nous ont permis de construire notre dossier sur le volet technique parce qu'on aurait été incapable de définir nous-mêmes la hiérarchisation des enjeux des espèces ou de définir les protocoles scientifiques. Donc on s'est vraiment appuyé sur eux et du coup de construire ce sont du coup nos partenaires sur lesquels on a construit notre projet. Donc comment s'est construit notre ABC? Donc on a mis nous un budget, je ne l'ai pas marqué, mais on a mis un budget donc à 310 000 €, 312 000 € exactement. Avec du coup là-dessus, on a eu 80%, donc 250 000 € de l'Office français de la biodiversité. Donc c'est vraiment une grosse subvention, ce qui nous a permis quand même de planifier pas mal de choses. Nous, on l'a construit en fait en 3 années thématiques pour correspondre en fait aux 3 grands milieux qu'on avait sur notre territoire. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on voulait aussi permettre de ne pas être redondant sur les animations et de pouvoir vraiment cibler chaque année des animations et de changer, pour être capable de changer les thématiques et les espèces qu'on mettait en valeur. Et en faisant ces 3 années de thématiques, on permettait vraiment de couvrir l'ensemble des milieux et des grands enjeux qu'on pouvait trouver sur notre territoire. Et ça a été conseillé notamment par nos partenaires, ce qu'on n'aurait pas imaginé forcément tout seul. Et ça a été une construction vraiment, une co-construction ensemble. Donc la première année 2025, ça serait donc les zones humides des milieux aquatiques, ce qui correspond aussi à la thématique d'aujourd'hui. Et là-dessus, donc les espèces qu'on a identifiées, qu'on a sélectionnées par leur impact et leur indication de l'état de santé du milieu, c'est les poissons, odonates, les libellules, les amphibiens et la flore des milieux humides. La deuxième année, du coup, on se concentrera sur boisement et haies. Et là-dessus, du coup, on a choisi chauves-souris, les papillons de jour et la flore des milieux terrestres. Et enfin, sur la troisième année, c'est zone agricole, parce qu'on a énormément de plaines agricoles chez nous. Et donc là, du coup, zone agricole et milieu ouvert, et là, on se concentrera principalement sur les oiseaux. Les choix des sites se fait conjointement entre les associations, mais aussi du coup avec consultation des communes, si possible, service urbanisme de la CDC. L'idée, c'est d'utiliser les connaissances locales pour cibler peut-être des parcelles plus importantes que d'autres et avec plus d'enjeux.
qui du coup peut être aussi des zones de conflit actuellement parce que pas cohérentes par rapport à notre trame verte et bleue, donc c'est pouvoir aussi mieux zoner ces zones-là. On a aussi décidé pour animer notre ABC pour, pareil, ne pas rester à l'échelle intercommunale et de bien l'ancrer au niveau communal. Lors de la montage de dossier, on avait demandé aux communes de nous rédiger une lettre de soutien qu'on a mis dans notre dossier et elles l'ont toutes fait pratiquement. On leur a demandé aussi, du coup, après la validation de l'ABC, que chaque commune nous nomme un référent par commune pour avoir quelqu'un de bien identifié pour que les partenaires et nous-mêmes, on sache à qui s'adresser dans la commune et qui relaie l'information. Nous-mêmes, on l'a relais à plusieurs échelles, mais en tout cas, ce référent-là nous permet d'animer le projet et de vraiment avoir un ancrage local de quelqu'un qui connaît les habitants aussi et qui peut vraiment faire que la commune s'approprie le sujet. Et enfin, on a aussi souhaité, pour la mobilisation citoyenne, en plus de nos animations et du référent local, on a souhaité aussi monter un groupe d'habitants. Donc, c'est des gens qu'on va recruter sur les différents événements qu'on fait et on propose pour ceux qui veulent de nous aider à animer l'ABC et si on a besoin des fois qu'ils soient bénévoles pour nous accompagner sur certaines animations. Et donc là, aujourd'hui, on a un peu presque une trentaine de personnes qui se sont inscrites et sur lesquelles, en fait, on compte sur eux pour relayer l'information à bouche à oreille. On s'est rendu compte pour les animations et la mobilisation citoyenne, pour que tout le monde soit bien au courant qu'il faut les multiplier tous les canaux de communication possibles. Et donc le bouche à oreille étant un des canaux assez efficaces quand on est sur des communes rurales. Sur notre calendrier, comment fonctionne en fait notre calendrier? Donc on est donc sur 4 années, 2025, 2026, 2027 et 2028. Pour en fait que nos animations grand public soient cohérentes et logiques, on a décidé de les animer en fait en décalé par rapport aux inventaires. On a fait ce choix-là pour que les animations qu'on fera auprès des communes soient liées vraiment à la thématique de l'inventaire et soient liées à ce qui a été découvert sur le territoire. L'objectif est de rattacher au maximum les populations à les enjeux de biodiversité locale. Pourquoi on a fait ça? Parce que on s'est rendu compte aussi que beaucoup de gens ne connaissaient pas ce qu'il y avait à côté de chez eux. Pour exemple, les enfants, si on leur demande une espèce protégée des zones humides et milieux aquatiques, ils vont me répondre le colibri ou le tigre. Donc c'est véridique, arrivé plusieurs fois. Donc ça fait sourire, mais au moins on se rend compte du manque de connaissances des habitants. Donc on s'est dit, voilà, il faut que nos animations correspondent réellement à ce qui a été trouvé pour que ça fasse du sens. Et donc le printemps-été, on a fait notre animation on a fait les inventaires. Et donc les animations commencent en 2026 pour les inventaires de 2025. Et ainsi de suite chaque année jusqu'en 2028. Donc l'année 2025 des zones humides et milieux aquatiques, comment elle s'est déroulée aujourd'hui? Donc on a réalisé la synthèse des connaissances de notre territoire, donc on l'a fait grâce aussi au financement de l'OFB, ce qui nous permet maintenant aujourd'hui d'être bien sûr de là où on a des trous, là où on n'a pas de connaissances et là où on en a bien. Et donc de se rendre compte qu'effectivement on avait vraiment besoin de compléter notre manque d'informations. On a aussi du coup donc réalisé les inventaires qui sont aujourd'hui finis. Il faut savoir que aussi pour le choix des sites, on a utilisé l'inventaire des zones humides que nous, on a fait en 2017, donc sur le même principe qui a été présenté juste avant dans la présentation. Nous, on avait réalisé déjà notre inventaire en 2017, donc c'est pour ça que j'en ai pas beaucoup parlé, parce que ça a été bien présenté juste avant. Mais cet inventaire des zones humides nous a permis de bien transmettre de la cartographie et des zones à nos partenaires qui ont fait les inventaires pour repérer où étaient en fait les zones prioritaires de zones humides. Et donc, pour mieux zoner, comme j'expliquais, on ne peut pas tout faire, tout inventorier. Donc ça a permis d'être efficace et de choisir des sites précis, puisque la thématique est en zone humide et milieu aquatique, on a pu beaucoup plus donner, sachant qu'ils sont allés plus loin, parce qu'ils sont allés donc jusqu'à l'état, donc on a été chercher au niveau des mares aussi, donc là c'est pareil, on a été rechercher des données historiques de où il y avait des mares, pour aller retrouver peut-être des traces, en tout cas des nouvelles espèces. Donc sur des petites informations, en tout cas, on a pu retrouver des données historiques de flore, on a retrouvé des amphibiens qui n'avaient pas été identifiés par manque de connaissances peut-être ou manque de relevés. Donc ça nous a permis vraiment de combiner tout ça et d'apporter en tout cas, ça a été vraiment efficace et ça nous a permis vraiment les premières conclusions montrent vraiment une utilité à avoir fait cet ABC pour les zones humides et milieux aquatiques. Et on espère du coup donc avoir la même surprise pour les autres sites futurs.
Au niveau de la mobilisation citoyenne, on a quand même lancé quelques animations intercommunales. Donc, comme j'expliquais, la majorité va se passer en 2026, mais on a quand même lancé quelques mobilisations. Donc, on a souhaité faire une soirée de lancement, en fait, pour vraiment marquer le coup et lancer le projet. Et donc, présenter vraiment à l'ensemble une population. Donc, pour faire ça, on a utilisé le département de Charente-Maritime qui nous a permis d'organiser un événement cinéma avec projection de films et débat, ce qui marche très, très bien pour faire venir du monde. On avait la salle, on avait on a 60 personnes qui sont venues pour le cinéma et en gros un peu moins d'une centaine qui sont restées pour le débat au début du débat et du coup de la présentation. Donc c'était plutôt une bonne démarche. On a aussi, dans une optique de pareil, de mieux faire comprendre aux gens ce que c'est les zones humides aquatiques, on a lancé une série de vidéos. Donc là, c'est avec le service communication. Donc vraiment, comme j'expliquais au début de présentation, on a embarqué vraiment tous les services d'ONI-Sud. Pratiquement aucun service n'a été mis de côté. On a fait profiter du projet à tout le monde pour que il y ait vraiment un engouement collectif. Et donc sur les vidéos et le service communication, on a essayé de mettre en place une série de 3 vidéos pour mettre en valeur les zones humides et mi-aquatiques. Donc on a construit la série vidéo. On pourra, pour ceux qui sont intéressés, quand elles seront publiées, je pourrai les transmettre à Benjamin et vous pourrez du coup les voir si vous le souhaitez. On a vraiment construit donc la série vidéo avec une vidéo sur les zones humides et mi-aquatiques, faire découvrir aux gens ce que c'est le milieu avec des intervenants. Une vidéo plus sur les espèces et les métiers en fait très méconnus d'écologues et d'experts en fait de l'environnement. Souvent les gens, pareil sur les constatations, on a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce que c'est le métier d'aller faire un inventaire, qui ne savent même pas comprendre ce que ça veut dire faire un inventaire. Donc nous, on trouvait que c'était une bonne idée de leur faire découvrir les métiers. Donc là, on avait dedans les libellules, poissons, et on a la dernière, c'est la flore. Donc de découvrir comment se passe un inventaire, à quoi ça sert, et tout ça avec un peu un ton d'humour pour mettre en valeur nos espèces trouvées aussi, et donc leur faire comprendre les métiers, à quoi ça sert. Et enfin, la dernière vidéo a été annulée, mais on aurait dû faire une vidéo plus sur la sensibilisation une fois qu'on a identifié le milieu, défini, inventorié les espèces, comment on utilise tout ça pour sensibiliser. Donc elle a été reportée à l'année 2026, donc je vais en parler juste après. Mais c'était de faire une vidéo sur plus la sensibilisation, comment on sensibilise, pas juste sensibiliser dans la vidéo, mais vraiment comment on touche un public, comment on fait se rendre compte aux gens l'importance de cet environnement. Et enfin, on a réalisé un jeu de piste avec le réseau bibliothèque, donc un service ONISUD, pour des animations donc, conjointes. Donc l'idée, c'est que quand le réseau bibliothèque fait des animations plus culture ou enfants, on puisse se mettre en place ce jeu de piste. Et donc c'est un jeu de piste qui fait découvrir la commune du territoire. Donc l'idée, c'est de se déplacer sur les thématiques de la BCI, donc avec les gens doivent se réfléchir. Et vraiment, le jeu est basé sur la nature et sur l'environnement. Et c'est plutôt un bon moyen de sensibiliser des gens qui viennent pas du tout pour ça. Et donc, il y a un côté jeu, découverte, balade. Et donc, pareil, on va le tester prochainement. Donc, ça permettra aussi de proposer au réseau bibliothèque d'avoir une animation supplémentaire à leur disposition quand ils veulent faire des événements. Et donc, c'est plutôt utile pour faire ces animations à 2 voix, comme j'expliquais au début, qui sont vraiment importantes pour mobiliser votre population, qui n'est pas celle qui est d'habitude toujours là aux événements environnementaux. Donc là, on a fait donc 2025, donc on va arriver à 2026. Donc la fin 2025, on va pouvoir mettre en place notre copil, qui est le 14 novembre, avec les premiers résultats, avec donc une analyse des données, les premières conclusions pour le PLUI pour commencer dans le cadre de la révision du PLUI. On va commencer donc les premières conclusions et du coup notamment un comparatif entre l'état des lieux de la synthèse des connaissances et ce qu'on a aujourd'hui. Donc ça permet de voir si des espèces sont apparues, si au contraire c'est toujours la même chose. Donc dans ces cas-là, vraiment améliorer certaines zones. Si au contraire sur d'autres zones on a une baisse par rapport à ce qui est historique et ce qu'on a trouvé en 2025, s'il n'y a pas à faire des actions précises. Donc tout ça va servir au PLUI, au service urbaniste de mettre tout en forme et du coup de voir avec eux comment on peut construire le document et donc préserver ces zones. On parlait tout à l'heure de préservation et on ne peut pas forcément aller jusqu'à la protection sur certaines zones, mais au moins de préserver et de restaurer, si encore mieux restaurer les zones qui sont aujourd'hui dégradées.
Donc sur la mobilisation citoyenne, comme j'expliquais, donc ça a commencé en 2026. Donc on a des animations scolaires pour toucher du coup les enfants. Animation extrascolaire, donc l'idée c'est de répartir sur notre territoire pour que l'ensemble du territoire à la fin des 4 années et chaque territoire, commune, école, extrascolaire ait pu bénéficier d'animation. On a des animations communales, donc là c'est pareil, en fait on a souhaité ne pas imposer notre volonté intercommunale, nous, et d'imposer des choses qui ne marcheraient pas. On travaille avec le référent des communes pour définir ce qu'ils voudraient sur leur territoire. Soit on s'intègre à un événement qu'ils font déjà, soit ils en veulent en créer un, mais du coup, c'est leur volonté à eux. Et on n'impose pas quelque chose qui ne marcherait pas. L'idée, c'est que ça marche le plus proche au plus local. Donc, dans les animations, ça peut être des balades nature qui fonctionnent bien. Mais on va mettre en place aussi des inventaires participatifs pour que les gens soient acteurs de leur territoire et donc peut-être d'avoir plus de personnes présentes sur notre territoire pour relever des données et donc avoir un peu plus d'alimentation sur les zones notamment dont je parlais avec pas de données. Et on a des animations intercommunales, donc chaque animation est faite du coup conjointement avec un autre service d'ONISUD. Donc on a un événement pour la fête de la musique avec le Conservatoire de musique qui a accepté de jouer le jeu de construire leur programme scolaire sur la thématique des zones humides mi-aquatiques. Donc ils vont faire travailler les élèves sur des morceaux en lien avec cette thématique-là pour les faire vivre pour faire vivre voilà par la musique et faire sensibiliser par la musique. Et à la fin, ils font un concert pour la fête de la musique et donc ils ont décidé donc, la thématique sera donc zone humide mi-aquatique et nous on va construire des balades nature pour amener les gens au concert et donc aussi faire des événements tout au long de la journée. Et du coup, avoir un impact assez important, parce que là, du coup, grâce à ça, vu que c'est beaucoup d'élèves et de familles, on est sur entre 400 et 500 personnes attendues, ce qui est assez gros pour un événement autour de cette thématique. Et c'est pas uniquement sur un moment précis, c'est toute l'année qu'ils vont travailler là-dessus avec des interventions en classe pour faire comprendre aux élèves pourquoi c'est important de préserver ces milieux. On a de nouveau notre environnement grand public dont je parlais tout à l'heure qui a été annulé cette année mais qui est reporté. Donc là, c'est plutôt avec le service sport et aussi musique, mais donc ça s'appelle un cycle and sound. Donc pour ceux qui seraient inspirés, c'est vraiment des balades à vélo musicales avec des haltes musicales. Et donc là, c'est pareil, on travaille sur que la biodiversité soit intégrée dans les haltes avec des jeux, des animations. Donc service communication musicale et sport qui ont accepté d'être dans le mouvement. Et enfin, du coup, balade et nature et jeux de piste dont je parlais juste avant, donc le réseau bibliothèque, où on fait souvent intervenir un deuxième intervenant qui n'a rien à voir avec la nature. Donc ça peut être un historien, ça peut être un professeur d'université. Souvent, les professeurs d'université sont assez enclins dans leur temps de professeur de venir faire des interventions. Donc là, du coup, on l'a déjà fait sur les haies, on l'a déjà fait sur le milieu aquatique aussi. Et donc, c'est très, très efficace pour faire venir des gens locaux qui s'intéressent à ce qui se passe sur leur territoire, surtout quand il y a ce volet historique. Donc là, du coup, les autres années, 2026, 2027, 2028, on se passait sur le même principe. Mais à la fin de tout ça, les documents finaux, donc on a un côté un peu obligatoire dans l'ABC, donc comme j'expliquais avant, l'Office français de la biodiversité exige certains documents, donc une cartographie des enjeux de notre territoire, donc ça, c'est ce qu'on obtiendra à la fin. Le bilan final de l'ABC, de comment s'est passé les 4 années avec la mobilisation citoyenne. Et nous, en fait, il y a aussi un plan d'action. Donc ça, le plan d'action, c'est le côté stratégie par rapport aux stratégies régionales et nationales, comme j'expliquais au début, qui deviennent essentielles pour avoir des financements aussi sur les plans les subventions régionales ou d'État. Ça va devenir obligatoire d'avoir des fils rouges conducteurs. Et donc, dans ce plan d'action, nous, on a exigé qu'il y en ait un par commune pour que chaque commune s'approprie les enjeux et aide à la décision sur leur territoire pour répondre à ce qu'on avait constaté des communes qui ne savaient pas vers où aller ni comment. Là, on répond vraiment à leurs demandes et donc de trouver des actions à faire sur leur territoire, donc qu'elles sachent quoi faire, comment le faire. Au lieu que ça soit que intercommunal et que ça peut être dur de s'approprier quand ça reste intercommunal, là, on a demandé à vraiment ce que ça devienne communal. À l'intercommunal, on aura une cartographie des enjeux, nous. Pour le plan d'action, on trouve que c'était plus pertinent d'être à l'échelle communale. Et en plus, du coup, donc c'est ce qui est le plus sympa par rapport à notre ABC, c'est la mise à jour de la trame verte et bleue pour la révision du PLUI. Donc on aura notre nouvelle trame verte et bleue beaucoup plus ancrée dans le réel. On aura du coup un rapport simplifié à destination du grand public pour pareil le faire perdurer. Donc vu qu'on travaille avec les réseaux bibliothèques, ça sera mis dans les bibliothèques. Donc c'est des moyens de diffusion assez faciles pour que les gens puissent consulter ce qui s'est passé sur leur territoire. Et on a aussi une exposition mobile pour des actions. En fait, l'idée, c'est qu'à la fin de la BCI, tout ne s'arrête pas, mais qu'on perdure au maximum. Donc, le jeu de piste en fait partie. Une exposition mobile, ça en fait partie aussi. Et donc, une fois que tout le monde a été emmené là-dedans, de ne pas se contenter de s'arrêter là-dessus.
Et donc, je terminerai par 3 conseils pour faire votre ABCI. On m'a demandé d'essayer de vous donner 3 conseils, c'était pas facile. Donc, voilà ce qu'on peut vous conseiller, c'est de coordonner le lancement de l'ABCI et vos documents d'urbanisme et des programmes stratégiques. J'explique, c'est qu'il y a beaucoup d'ABCI, des retours que nous avons eus par d'autres collègues qui ont fait leur ABC, qui n'avaient pas coordonné avec les PLUI. Donc, en fait, l'ABC a été fait de son côté, le PLUI a été fait de son côté. Donc, c'est dommage parce que l'ABC, du coup, rentre pas dans le règlement d'urbanisme ou alors à la marge. Donc, c'est vraiment important de prendre lien pour lancer un dossier ou une demande pour réaliser un ABC, d'être en lien avec les services urbanisme pour construire le truc ensemble et de voir comment on peut le faire. Et si on ne peut pas anticiper pour des raisons que le PLU a peut-être déjà été fait ou que les projets de territoire comme PCAET ou PAT ou CRTE ont déjà été lancés, de quand même travailler ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour le réviser, donc adapter le projet pour que ça soit vraiment concret et que ça reste pas juste quelque chose qui est fait dans un service biodiversité ou environnement et que ça reste du coup très ponctuel pour permettre de l'ancrer dans le temps. Et aussi de le justifier auprès des élus de l'intérêt de faire ça pour avoir une transversalité et du coup d'être vraiment tous ensemble. Et donc de voir que ça peut servir à tout le monde. Sur la mobilisation citoyenne, c'est ce que j'ai insisté pas mal dessus, mais c'est vraiment mobiliser l'ensemble des services internes et des acteurs locaux. Sans les autres services, on ne pourrait pas atteindre la population non sensibilisée, que j'appelle plus éloignée en tout cas, qui viennent pour d'autres programmes. Et c'est hyper important aussi souvent, si vous voulez faire des balades nature, des événements, c'est vraiment bien d'avoir 2 thématiques finalement, parce que les gens vont venir pour l'une ou l'autre, et en fait, ils apprennent les uns des autres, et c'est vraiment quelque chose sur lequel nous, on a constaté qu'à chaque fois qu'on a fait ça, on avait quasiment nos groupes qui étaient remplis. Donc c'est plutôt bon signe. Et enfin, il faut s'appuyer sur des partenaires locaux qui connaissent bien l'environnement de votre territoire. Nous, sans nos 3 partenaires, Fédération de pêche, le LPO et NO17, on n'aurait jamais pu réaliser la BCI. C'est clair et net, c'est eux qui nous ont permis d'avoir le côté technique et c'est de fait de les avoir de fédérer avec eux et de partir ensemble fait qu'on est aujourd'hui sur des gens professionnels, investis sur leur territoire, qui ont envie réellement d'agir. C'est pas juste un bureau d'études qu'on paye, c'est vraiment des gens qui sont intéressés et qui ont des bénévoles et qui ont des adhérents qui ont envie d'améliorer la nature et donc qui sont vraiment partenaires et pas juste là pour prospecter parce qu'on leur a demandé de faire leurs inventaires. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on a tous des associations ou des partenaires locaux, ou même si c'est des bureaux d'études locaux que vous connaissez, mais on a tout ça à disposition à côté. Il faut se rapprocher d'eux parce qu'ils vont vous permettre de rendre votre dossier aussi solide d'un point de vue technique. Et ils ont souvent déjà beaucoup de données en interne. Et donc, ça fait gagner beaucoup de temps et d'argent parce que ils vont aller là où il manque de données. Donc, c'est vraiment important sur ce volet-là aussi de s'appuyer sur des gens comme eux. Et voilà, j'ai fini. Merci beaucoup, Carla. Je ne sais pas si Cécile souhaitait dire un mot ou c'est OK de votre côté. À ce stade, je vais plutôt répondre aux questions s'il y en a plus tard. OK, super. On avait notamment une question de Mathieu Beaujard, qui est du coup responsable de pôle biodiversité milieu aquatique à l'EP Garonne. Mathieu, je te laisse peut-être poser la question, vu qu'à l'oral, ce sera peut-être plus simple vu qu'elle est un peu longue. Oui, bonjour à tous. Merci Carla pour cette présentation. Très intéressant de voir un peu comment les différentes politiques peuvent s'auto-alimenter les unes des autres pour prendre en compte ces enjeux. J'avais juste une question moi sur les inventaires qui ont été faits en 2017. Donc a priori, ils ont permis d'orienter les prospections de terrain sur cette année. Je voulais savoir s'il y avait des inventaires spécifiques quand même complémentaires qui avaient été réalisés, puisque lorsqu'on réalise des inventaires zones humides, malheureusement, on passe à côté de zones humides existantes. Puisque nous, on a le cas sur le SAGE Vallée de la Garonne notamment, on est consulté pour les dossiers réglementaires liés à la règle zone humide, et on voit que de nombreuses zones humides identifiées dans le cadre d'études d'impact ne sont pas connues, alors que des inventaires ont déjà été réalisés sur ces différents secteurs. Voilà, donc je voulais avoir un peu votre retour là-dessus, si votre inventaire 2017 était très complet sur ce volet-là, et il n'y a pas eu nécessité de le compléter, ou si au contraire vous avez quand même complété cet inventaire. Je vais laisser Cécile répondre, je pense. Du coup, c'est moi qui vais répondre, puisque c'est moi qui ai suivi cet inventaire en 2017-2018. Fabien du FMA peut éventuellement compléter aussi, puisque
il l'a suivi également. Alors, c'était un inventaire qui a effectivement été très complet, d'autant que pour resituer les choses, nous, on se situe sur 2 agences de l'eau, 3 sages. Il a fallu donc mettre d'accord les 3 sages sur le cahier des charges de l'inventaire des zones humides, sachant qu'ils n'étaient pas tous au même niveau d'exigence ou de professionnalisation la chose. Mais bon, une fois que ça a été fait, on a pris 2 bureaux d'études et on a été vraiment très très bien accompagnés donc, par nos sages et aussi par le Forum des marées atlantiques qui ont suivi ça de près. Et donc depuis 2017, moi je n'ai eu connaissance d'aucune zone humide qu'on aurait loupée au moment de l'inventaire. Bon, il faut dire qu'on est sur une plaine calcaire où en gros les zones humides c'est soit les marais, soit les fonds de vallée. On n'a pas tellement d'autres possibilités d'avoir des zones humides chez nous. Et du coup, c'était quand même déjà le travail de pré-localisation qui a permis de porter l'effort d'inventaire était suffisamment sérieux. On n'a pas eu de surprise de zones humides là où on ne les attendait pas déjà pendant l'inventaire. Et depuis, on n'a pas eu non plus ce genre de cas. Si je peux rajouter juste un truc par rapport aux prospections qui ont été faites, donc ils ont bien suivi, donc ils ont regardé zone humide, mais du coup on a mis zone humide mi-aquatique, donc les seuls trucs qu'on a pu rajouter, c'est d'aller voir des mares ou des choses comme ça, et on a les milieux aquatiques avec les cours d'eau, puisque du coup on a la fédération de pêche, donc on n'a pas pris la définition de zone humide au sens juridique, on a pris la définition, on s'est mis d'accord, au sens Ramsar, donc en prenant en compte vraiment tout mare, étang, rivière, tous ces volets-là aussi. Et Là, peut-être Carla, qu'on tu a... parles pour l'ABC, hein, parce que pour Oui, pour l'inventaire des l'ABC, zones humides, oui. bien évidemment, on avait la définition officielle. Oui, je parle pour l'ABC du coup pour compléter la réponse en tout cas, et on va voir du coup si avec les inventaires floristiques, mais a priori on a juste plutôt au contraire conforté des zones humides grâce aux inventaires floristiques pour les premières informations que j'ai eues. Nathalie ou Merci. Fabien, vous souhaitiez compléter? Oui, merci pour ces 2 présentations qui sont pertinentes et intéressantes, hein. On voit bien l'objet des inventaires qui sont pas là uniquement pour améliorer la connaissance, mais qui vont dans le sens également de la protection et de la préservation. Alors, pour avoir suivi avec Cécile les inventaires il y a quelques années, donc c'est vrai qu'elle a un territoire particulier avec plusieurs sages, ça a été compliqué. Et il faut toujours quand même être en alerte, hein, parce que c'est vrai que quand on a il y a la notion de zone d'étude sur lesquelles il y a des prélocalisations. Alors, je me rappelle plus des statistiques exactes, Cécile, mais peut-être que on a réalisé des inventaires sur à peu près 30% de votre territoire. Le reste, ce sont des zones humides qui n'étaient pas prélocalisées. Donc, les inventaires ne sont pas faits sur ces zonages-là. Donc, il faut peut-être être toujours en alerte parce qu'il y a peut-être des zones humides. Alors, on pense notamment aux zones humides de plateau qui sont les zones humides délaissées parce que la prélocalisation ne les détecte pas, bien évidemment pas toujours. Donc, il faut toujours rester en alerte sur ces notions-là et on parle de tendre vers l'exhaustivité. Donc, l'idée, c'est de dire que nos inventaires, hein, tous, hein, sur l'ensemble de la France, ne sont jamais exhaustifs, mais tendent vers l'exhaustivité. Et donc, du coup, peut-être toujours être au clair et au parfum vis-à-vis des futurs aménagements, des futurs projets qui pourraient être dans une zone humide, pourquoi pas de plateau, ou une zone humide qui est passée sous les radars des autres inventaires, quoi. Avec ton chiffre de 30%, tu es au-dessous de la réalité, je pense. Mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas inventorié les marais qui étaient déjà déclarés zone humide. On a juste fait la bordure de façon à vérifier les limites. Et après, même sur les endroits qui n'étaient pas prélocalisés et sur lesquels apporter l'effort, les bureaux d'études ont quand même parcouru tout le territoire. Parce que s'ils avaient vu quelque chose qui nous avait alertés, on aurait fait un effort de prospection là-dessus. Donc, on a pu louper des choses, mais c'est probablement que des petites choses dans ce cas-là. Mais effectivement, tu as raison, faut toujours rester en veille et bien être attentif quand ensuite, justement, les services urbanistes voient arriver des dossiers, que les études aient été faites correctement pour éventuellement détecter des choses qu'on n'aurait pas vues. Merci
pour votre réponse. Je me tourne vers la communauté de communes sources de l'Orne. Camille, est-ce que tu voulais apporter des précisions? Je vois que tu as répondu aux 2 questions dans le chat. Est-ce que tu voulais apporter peut-être des précisions à l'oral? Je vois qu'il y avait une question aussi sur l'acceptation du monde agricole. C'est vrai que j'en ai pas forcément trop parlé. Mais effectivement, l'arrivée de notre inventaire avait soulevé la méfiance quand même du monde agricole. En se disant, voilà, qu'est-ce que ça allait servir plus tard cet inventaire? Est-ce que c'était pour leur apporter des contraintes supplémentaires? Est-ce que c'était pour les empêcher d'exploiter? Donc à ce sujet-là, pour désamorcer cette situation, on a fait beaucoup de communication, hein, avec le monde agricole. On a pas mal d'élus qui font partie de ce monde agricole et puis on a travaillé aussi avec la chambre d'agriculture, hein, de façon à ce que, voilà, on puisse vraiment bien les intégrer. On leur a proposé même de nous accompagner sur le terrain. Donc on a certains agriculteurs qui nous ont accompagnés, ça s'est très bien passé. Donc voilà, donc pour soulever, voilà, cette méfiance du monde agricole, c'est pas hésiter à les inviter, à les convier, à les faire participer dans cette démarche-là, quoi. Et puis, dans la finalité, ils comprennent quand même, les enjeux, liés à la préservation et la protection des zones humides. Très bien, merci. Peut-être juste en guise de conclusion et d'ouverture vers les enjeux à venir pour l'urbanisme, je rappellerai que le décret SAGE a été publié en fin d'année dernière, donc pour donner suite à l'évaluation nationale de la politique SAGE. Et à ce titre, des impacts sur les SCOT et les PLUI sont déjà à l'œuvre et seront déjà aussi à venir. Donc, je vous ai mis pour en parler rapidement, mais la mise à jour des cartographies du PLUI, avec des zonages, des documents graphiques qui devront désormais indiquer, le cas échéant, les secteurs de zones humides s'ils sont couverts par une cartographie SAGE suffisamment précise pour leur localisation, et aussi une nouvelle notice traduisant les règles et les dispositions du SAGE à destination de l'urbanisme. Donc on voit bien qu'il y a encore des enjeux à venir qui vont toujours se renforcer. Et c'est vrai qu'au niveau du SAGE Veille de la Garonne, on a déjà produit beaucoup d'outils pour éclairer le monde de l'urbanisme et les collectivités. Donc on peut s'appuyer sur ça et n'hésitez pas à nous les demander. Et on a aussi une règle, la règle numéro 1 du SAGE, qui permet aussi une plus-value forte en interdisant la destruction de ZH qui sont référencés dans le cadre du SAGE, au cadre dérogatoire. Donc j'en terminerai là-dessus pour ouvrir évidemment vers toujours les liens opérationnels et les leviers réglementaires nécessaires avec le monde de l'urbanisme. Je remercie évidemment tous nos 3 intervenants pour la qualité des échanges et la clarté de leur présentation. C'était très intéressant. On espère que ces retours d'expérience vous ont plu et peut-être inspiré pour vos territoires. Et je vous rappelle que du coup, le replay, le support vidéo seront en ligne sur le site du SAGE. Donc voilà, on vous fera passer un questionnaire de satisfaction et on vous donne rendez-vous début décembre pour un nouveau webinaire ou aménagement urbanisme. Je vous souhaite une très belle journée à tous et merci encore.